Bonjour Divine, Bonjour Antoine. tu as écrit un livre qui s'appelle L'audace d'être libre. En quoi le fait de chercher à être aimé par tout le monde vient nuire à notre liberté? Vouloir être aimé par tout le monde, c'est s'adapter à tout le monde et ne plus être qui on est. Ou ne pas être qui on est. Donc en fait ça signifie que si jamais je cherche à plaire à mes parents ou à mes amis, je serai moins libre. Alors si je cherche à plaire, c'est surtout si je cherche à m'adapter totalement à leurs desiderata, à leurs envies, à ce qu'ils sont, en niant totalement qui je suis moi. Parce qu'évidemment, c'est normal de chercher à plaire, c'est normal de chercher à correspondre, parce qu'on vit en société, parce qu'on vit en famille, parce qu'on vit dans un système, c'est normal de chercher à plaindre. Là où ça pose souci, à mon avis, c'est quand on cherche à se suradapter pour une reconnaissance trop intense qui, du coup, nous empêche d'être nous-mêmes. On vit dans un monde qui est, quand on parle de liberté, qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que tu arrives, on était dans un monde précédemment, nos parents, nos grands-parents surtout, tu es dans un monde où la vie de couple était assez cadrée et normée. Tu devais te mettre en couple avant 25 ans, parce qu'à 25 ans, tu devenais en tant que femme une Catherinette. On te faisait tourner autour du village avec un chapeau pour dire que tu étais célibataire, on voulait te caser. Tu devais rester en couple, t'avais pas, on peut divorcer depuis un peu avant 1900, sauf qu'en réalité, tu pouvais pas réellement divorcer sans te faire mal juger par ton village ou ton quartier. Donc, on a plus de liberté aujourd'hui. D'un autre côté, cette liberté nous perd complètement. Parfois, moi, je me questionne sur le lien entre la contrainte et la liberté. Finalement, dans ce que tu évoques, il y avait une forme de contrainte, c'est-à-dire que quand on s'engageait, initialement, on s'engageait pour la vie. Donc, c'était une contrainte, mais dans cette contrainte-là, quand il y a cette forme de contrainte, on ne se pose pas de questions, du coup, et on a un petit peu l'obligation il faut que ça aille, quoi, puisque de toute façon, on est engagé pour toute la vie. Aujourd'hui, je crois qu'on a le pendant total de ça. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien, je pense que les années à venir nous le diront. Et on vit dans une société des réseaux, on vit dans une société où il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir quelque chose. Du coup, on n'a plus, je trouve qu'on perd la notion du temps qui s'allonge, du temps de prendre le temps, on oublie ce temps-là. Et on veut que la relation aille bien tout de suite, rapidement, et dès que ça va plus, on a un peu tendance à dire bon ben ça va plus, je change en fait, parce que je vais trouver quelqu'un d'autre, parce que et du coup je trouve qu'on est un peu dans cet entre-deux là, on est un peu borderline par rapport à ces deux situations, et on a du mal à se positionner par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a enfin je sais pas si c'est bon ou mauvais l'un comme l'autre, mais en tous les cas ça nous re-questionne, je pense. J'aimerais qu'on ait l'objectif assez ambitieux dans cette entrevue, d'arriver à donner aux gens et plus de liberté, alors qu'on en a déjà pas mal quand même, hein. C'est bien définir quelle est notre liberté et comment l'exploiter au maximum pour être encore plus heureux. Euh, Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on tente ce défi? C'est parfait, on y va. Défi. Liberté et couple sonnent comme antinomiques. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est l'inverse? Ah non, moi je crois pas que ce soit l'inverse. Je crois que c'est une question de soi à soi. Je crois que c'est notre propre responsabilité de savoir comment on veut dessiner la liberté dans le couple. Mais pour savoir comment on veut la dessiner dans le couple, je pense qu'il faut d'abord savoir comment on veut la dessiner pour soi. Et de savoir comment on veut la dessiner pour soi, pour moi la première question c'est de se dire qu'est-ce qui est rédhibitoire pour moi, que ce soit dans le couple, professionnellement ou personnellement, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je ne veux pas accepter et quels sont mes besoins et quelles sont mes valeurs. Et à partir de là, je crois qu'on peut dresser un tableau assez simple de la relation amoureuse, en prenant en compte aussi que l'autre est différent et en acceptant l'autre tel qu'il est, et en définissant ensemble, dans cette entité couple, comment on va pouvoir, comment on a envie de créer nos propres libertés. En fait, ce que tu dis, c'est que la liberté de l'un additionnée à la liberté de l'autre peut donner quelque chose d'encore plus chouette. Et Ah c'est mais ça qu'on moi va voir aujourd'hui. j'en suis convaincue oui oui je suis convaincue que on peut pas faire autrement parce que si on s'écrase l'un l'autre on peut pas se déployer, on peut pas exister. Et je pense qu'un couple ne peut se nourrir que de la liberté de l'un et de l'autre pour aller vers quelque chose de beau, de riche et d'enrichissant pour l'un et pour l'autre aussi. Tu cites des situations que j'entends aussi très souvent. Je ne me sens pas légitime, qui est une phrase qu'on entend dans nos groupes d'amis aussi parfois. J'attends qu'on me donne l'autorisation, ce qui est peut-être plutôt une phrase qu'on pense. On me dit que je ressens trop, que je suis trop sensible, je me sens en décalage. En fait, ce que tu dis, c'est que le regard des autres peut être une forme de prison, si je ne me trompe pas, Oui. On peut la se laisser façon dont on l'interprète. Oui. J'ai expliqué sur cette chaîne, une des vidéos les plus populaires explique que les hauts potentiels sont des êtres qui passent leur temps à s'adapter à l'autre Oui. en permanence, comme des caméléons. Depuis leur plus jeune âge, tous ceux qui sont neuroatypiques, on peut mettre dans haut potentiel, Asperger et plein d'autres, vont s'adapter à l'autre. Et j'avais jamais
vu ça comme une forme de prison. L'adaptation est une forme de prison. En quoi est-ce que l'hypersensibilité est aussi une prison du regard de l'autre? Alors, pour celui qui l'est, ça n'est pas que ça, mais c'est une prison, parce qu'il va chercher à être aimé par l'autre et par les autres en général et tout le temps. Donc, il va s'enfermer dans ce besoin de correspondre d'abord à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses instituteurs, à ses professeurs, et va s'enfermer totalement dans cette idée de suradaptabilité, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour être aimé... C'est ça le lien que j'arrive pas à faire, c'est en quoi l'hypersensible a autant que ça besoin d'être aimé? L'hypersensible, c'est j'entends trop, je ressens trop, je vois trop. Quel est le lien entre ceci et le fait d'être aimé? La faille narcissique initiale, c'est vraiment alors, il y a ce rapport je ressens tout, mais il y a aussi le rapport émotionnel. Donc, je ressens les énergies de l'autre, je me sens pas reconnue. Pour peu qu'il y ait un petit trauma initialement, en tous les cas, il y a souvent chez les hypersensibles une faille narcissique avec ce besoin d'être reconnu et d'être aimé. Est-ce que cet exemple illustrerait bien la chose dont je viens de me souvenir? Un enfant a un père ou une mère qui sont un peu absents, soit physiquement, soit mentalement. On peut penser à un père dépressif ou une mère dépressive qui serait absente psychologiquement. Et l'enfant va développer cette hypersensibilité pour arriver, par exemple, à lire les émotions de son père. Donc il va plus observer. Un père ne donne pas beaucoup d'amour, l'enfant va plus observer, va augmenter son radar pour mieux observer, donc mieux ressentir les toutes légères oscillations d'amour de son père. Donc il cherche à être aimé et devient hypersensible du fait de chercher à être aimé. Alors, il est hypersensible et le fait qu'il y ait ça qui se rajoute, il va aller amplifier encore cette hypersensibilité. Le terrain était là, hein, c'est pas ça qui va créer l'hypersensibilité, mais en tous les cas, ça va se développer parce qu'il y a cette peur, il y a cette hypervigilance qui vont se développer. C'est aussi pour ça que je parlais des traumas tout à l'heure, parce que moi, je le rencontre souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est très souvent lié à un trauma, parce qu'on développe une hypervigilance, on développe un hypercontrôle aussi. Hein. Quand on est dans l'hypercontrôle de la situation, on se rassure en se disant on va savoir ce qui va se passer, même si c'est totalement faux. Dans cette hypervigilance, pareil, des bruits, et cette hypersensibilité va prendre beaucoup de place parce qu'elle va nous permettre d'anticiper le mauvais. Donc je résume ce qu'on vient d'apprendre. Tous ceux qui sont atypiques, je mettrais même dedans vraiment hypersensibles au potentiel, sont prisonniers, ont perdu une partie de leur liberté déjà du fait de vouloir être aimé par l'autre. Là, on peut imaginer quelqu'un qui en aurait rien à faire, qui dirait « moi, je m'en fous de ce que vous pensez, je fais ce que je veux ». Dans les hypersensibles que je rencontre, oui, c'est la majorité qui a ce besoin de reconnaissance à outrance, qui n'est pas nourri, et donc ils vont le chercher dans tout ce que la vie peut leur proposer, et souvent dans des relations toxiques. Donc, il y a ces profils atypiques qui sont moins libres de part du regard de l'autre. J'imagine qu'il y a aussi tout un tas d'autres profils qui ne sont pas libres aujourd'hui, comme par exemple, on pourrait imaginer... une société qui va t'imposer des choses, des parents qui t'ont mis des formes de barrières dans la vie, qui font que tu vas t'interdire une forme de liberté. Oui, et alors là, ça questionne aussi pour moi la responsabilité, jusqu'où je peux me détruire sans réagir en fait. Jusqu'à quel moment je peux aller pour reprendre cette liberté et reprendre le plein pouvoir de qui je suis. Il y a quelque chose d'assez surprenant avec la liberté, qui est que ceux qui n'en ont pas n'en sont pas forcément conscients. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Il faut arriver à une forme d'explosion ou d'implosion dans la vie ou de burn-out pour tout d'un coup réaliser que tu peux être esclave d'un mari, d'une femme, d'un célibat, d'un patron, d'une vision de la mère. Qu'est-ce qui fait qu'on est si peu conscient? C'est une double négation, mais qu'est-ce qui fait qu'on est si peu conscient de notre manque de liberté? Je pense que c'est notre instinct de survie. Dans le livre, je raconte ma relation d'emprise dans laquelle j'étais. Ça a duré 12 ans. On m'a beaucoup dit « mais pourquoi t'es pas partie avant ?» Pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que je ne le voyais pas. Et je ne le voyais pas parce que mon cerveau faisait tout pour survivre en fait. Donc quand on survit, on ne vit pas. On n'est pas en train de se poser des questions, on essaie juste de rester vivant en fait. Et je pense, comme tu le dis très justement, qu'il y a à un moment donné un uppercut, et que pour que cet uppercut soit là, il faut aussi que le cerveau soit prêt à ça, parce que le cerveau, mine de rien, il n'est pas très intelligent, il est là pour nous maintenir en survie, et parfois il a besoin de recevoir un peu des impacts, et je crois que il y a un moment où on se dit, et pour certains c'est plus long que d'autres, en fait là il est en train de se passer un truc qui n'est pas normal, et il faut prendre conscience de cette anormalité, que ce soit seul, que ce soit en étant accompagné, que ce soit par la famille ou les amis, pour se dire, donc là,
Ce que je suis en train de vivre, ça n'est pas normal, ça n'est pas de la liberté. Donc pour pouvoir prendre ma liberté, je vais devoir sortir de ce système-là et de ce schéma-là. Et tu as raison, je pense que ça prend un certain temps et qu'on peut rester dans cet inconfort longtemps parce que c'est un peu le principe de la dépendance, hein, parce que l'inconfort, on le connaît, donc c'est toujours plus confortable que de l'inconnu. Des fois, on assiste à ce genre de choc. Prenons l'exemple classique d'une femme qui divorce au bout de 20 ans de mariage. Elle a 50 ans et tout d'un coup, elle sort de ce mariage, ça explose pour plein de raisons. Elle découvre que son mari l'a trompée, ça ne se passait pas, il y avait des disputes ou manque d'intimité entre les deux partenaires. Et elle se retrouve du jour au lendemain à remettre en place son paradigme du couple dans quelque chose qui est totalement nouveau pour elle. Comme si on ouvrait les cages d'une prison. Je ne compare pas le couple à une prison, mais comme si elle s'était habituée. On parle de la grenouille qui bout dans l'eau chaude. Comme si elle s'était habituée pendant ces 20 ans à perdre une forme de liberté, à s'asseoir sur ses envies et ses besoins. Et tout d'un coup, on ouvre la porte. On lui fait, ma chérie, vas-y, fais ce que tu veux. Et elle arrive dans une situation qui est assez désagréable parce qu'elle n'a plus un pied dans le monde d'avant, parce que son couple est fini. Elle n'a pas non plus un pied dans ce monde libre qui peut donner le vertige. Oui, mais elle ne connaît pas, tu parlais de ses envies, de ses besoins, mais en fait, elle ne les connaît pas. Puisqu'elle est restée dans ce postulat pendant 20 ans. Donc ses envies et ses besoins, elles sont associés à ceux du couple au fond. Et ce qui est propre à elle-même, et ça rejoint ce qu'on se disait au début, c'est cette liberté dissociée dans le couple, c'est que chacun doit avoir ses propres libertés, ses propres besoins, la propre connaissance de ses envies, pour pas se retrouver dans cette situation-là au bout de 20 ans, se dire, mais en fait, moi, indépendamment du couple, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je me sens libre. Et donc c'est vraiment, c'est difficile, c'est vraiment difficile de se dire, en fait, j'arrive après 20 ans de vie, je repars à zéro en termes de couple, parce qu'en fait, dans l'absolu, je repars à zéro en termes de couple, mais en tant que femme, je repars pas à zéro. Je suis toujours la même femme qui a vécu une expérience de 20 ans et qui, sortie de cette expérience, va vivre d'autres choses. Si je connaissais mes besoins, mes envies, et si je les avais nourris pendant ces 20 ans-là, eh bien, je vivrais juste une sortie de couple, qui serait une sortie de zone de confort soit, mais qui m'empêcherait pas de continuer à exister en tant que femme. Il y a même quelque chose de plus étonnant, une envie de retour en prison. On s'entend, le couple n'est pas une prison, le mari n'est pas une prison. J'ai bien réfléchi, mon mari qui n'était pas fou, au bout de quelques mois, j'hésite à y revenir. Remettez-moi en prison, au moins je connaissais les règles de ce cachot, de cette relation déglinguée. C'est ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la situation inconfortable, finalement, finit par être plus confortable qu'une situation totalement inconnue. Je me souviens de l'histoire d'un prisonnier américain qui, à chaque fois qu'il était libéré, allait commettre un petit acte de vol juste pour pouvoir retourner en prison parce qu'il avait ses habitudes et ses marques là-dedans. Est-ce qu'on est tous faits pour la vie libre? Est-ce qu'on est tous faits pour être aussi libres que ça? Moi, je suis profondément optimiste. Je milite pour que tout le monde ait cette liberté-là. Mais la liberté, c'est aussi des règles. C'est aussi une forme... dans la liberté, il y a une forme de contrainte. Quand on est travailleur indépendant, moi, on me dit toujours, tu as de la chance parce que tu fais ce que tu veux. Ben oui, mais j'ai aussi des contraintes, en fait. C'est pas juste tout ou tout, je fais ce que je veux. Sinon, ma boîte, elle tourne pas. Sinon... Donc, je pourrais, mais je suis pas sûre que ça tiendrait 6 mois. C'est normal. Donc, être libre, pour moi, c'est avoir le luxe de choisir ses contraintes et de se dire, j'ai conscience des contraintes que j'ai, mais ces contraintes-là me permettent la liberté. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, allez, un peu moins que ça, on va dire, il y a 20 ou 30 ans, tu étais une femme, tu quittes ton mari pour être libre de choisir ce que tu veux, mais surtout de te remettre dans le même type de relation avec quelqu'un d'autre, à savoir se marier dans une maison avec éventuellement une famille recomposée. Donc tu quittais un modèle pour revenir exactement dans le même genre de modèle, sauf que les acteurs de la pièce de théâtre avaient un petit peu changé. C'était toi et quelqu'un d'autre. Fast forward, on arrive à 2024. Tu sors de ce couple-là, t'arrives, t'en as souffert, t'as les cheveux ébouriffés, t'as pris cher dans ce divorce qui t'a épuisé moralement. Tu te dis, allez, c'est bon, on va recommencer quelque chose. Et tu te mets sur un site de rencontre. Et là, c'est la catastrophe atomique. T'as des mecs qui te parlent de faire des trucs à 3, d'autres qui te parlent juste de plan d'un soir, d'autres qui te disent qu'ils savent pas trop s'ils veulent s'engager, d'autres qui te disent qu'ils veulent s'engager mais ils ne veulent pas s'engager, d'autres qui te disent... Pourquoi s'engager est une forme de prison aussi? Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas ça différemment? Et tu arrives dans un monde où, même si tu voulais reproduire le modèle d'avant, tu aurais du mal à reproduire quelque chose que tu aimais bien, mais avec quelque chose de différent. Comment est-ce qu'on fait face à une ultra-liberté aujourd'hui? Mais bon courage pour cette réponse. Oui, merci.
comment dire C'est le saut dans le vide. Elles le ressentent comme un saut dans le vide en général. Oui, alors déjà la première des libertés, c'est d'avoir la capacité de dire ça j'en veux et ça j'en veux pas. Parce qu'après tout, on peut aussi choisir de dire bah écoute moi m'envoyer en l'air une fois par semaine, c'est ton postulat, c'est le mien aussi, ça me va, allons-y quoi. Donc pourquoi pas mais on peut pas faire comme avant dans un monde qui n'est pas comme avant. Donc forcément, si tu sors d'une relation, si c'est pour retourner dans le même type de relation, ça pose un souci. Parce que c'est pas le même type de relation, c'est déjà pas la même personne. Donc je pense que ça demande déjà de se questionner sur soi, encore une fois, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, sur ses besoins, sur ses limites. Qu'est-ce que je suis prête à accepter, qu'est-ce que je suis pas prête à accepter. Et après, alors moi j'ai un exemple qui a plutôt bien marché, c'est de faire une liste de ses attentes et de ses envies, mais une liste vraiment écrite en disant ben voilà moi la nana que je veux ou le mec que je veux avec qui je vais partager ma vie, je veux qu'il ait ces qualités là, ça c'est rédhibitoire, ça c'est ok, il cuisine pas mais bon allez ça je peux accepter le fait qu'il cuisine pas, enfin bon j'en sais rien quoi qu'est-ce. En revanche ce que je veux qu'il ait comme valeur c'est la gentillesse, l'humour, qu'il sache décorer l'appart. Et je pense que s'investir dans la vie en se connaissant, en se donnant suffisamment de respect et en sachant ce qu'on attend et ce qu'on veut, après il faut faire confiance à l'univers, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tous les cas c'est un peu la loi de l'attraction. J'attire ce que je demande en fait quoi, et j'attire aussi ce dont j'ai peur. Hein, oui. Si je me dis en permanence, ah oui, mais de toute façon, ce monde est nul, il n'y a que des gens nuls, de toute façon, avec toutes ces applis, on rencontre n'importe qui et n'importe quoi, il y a fort à parier qu'il y a un biais de confirmation qui se mette en place et que tu rencontres n'importe qui, n'importe quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi changer son postulat et se dire, ok, je me mets dans une autre dynamique, j'ai envie d'autre chose, de quoi j'ai envie, où je vais aller le chercher. Parce qu'il y a plein d'endroits aussi pour aller chercher quelqu'un dans sa vie. Et après, je pense qu'il faut faire confiance en l'univers. C'est pas très terre à terre, mais j'y crois profondément. Bien sûr. J'ai fait une soirée géniale il y a quelques temps de ça avec un psychiatre et un philosophe. Et je leur ai parlé de l'amour romantique et je leur ai demandé est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe ou de ceux qui se disent en amour, il faut se laisser aller et on verra ce qu'on rencontre et on va co-créer quelque chose ensemble sans avoir d'idées reçues. Et ils ont voté pour ça, les deux. Ils ont dit nous, c'était deux grands romantiques au final. Oui, on co-crée, on verra ce qui se passe. Ou est-ce qu'il faut être comme moi, à savoir avoir quelques exigences et quelques envies à la base. Moi, je sais que j'ai quelques critères, par exemple, j'aime bien habiter avec les personnes que j'aime bien la fidélité, la monogamie, tu vois, 2-3 trucs. Eux disaient, on voit ce qui se passe, on avise. Est-ce que la liberté, c'est aussi de choisir, de se lancer et on verra ce qui se passe, ou d'avoir quelques critères de base ? Moi, je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. Je crois que déjà, il faut être hyper raccord avec soi-même et savoir, oui, ce qui n'est pas acceptable pour soi. Et à partir du moment où on sait ce dont on a envie, c'est-à-dire, comme tu viens de le dire, de vivre avec la personne, c'est de se donner corps et âme et accepter aussi l'idée que quand on se donne corps et âme, on peut souffrir. Parce que souvent aussi, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on veut aller vers l'amour en se disant, mais je veux pas souffrir. Oui, mais souffrir, c'est vivre, en fait. Et si tu commences par te dire, je veux pas souffrir, ça part un petit peu mal dans la relation, même si le but, c'est pas de souffrir, mais souffrir, c'est ressentir. Si on n'est pas prêt à ressentir quelque chose, si on n'est pas prêt à se mettre en danger, eh bien, on n'est pas dans la relation, mais qu'elle soit perso, qu'elle soit pro. On ne peut pas prévoir par anticipation si ça va bien se passer ou pas bien se passer. On peut aussi vite se laisser avoir dans cette espèce de Far West ou de Western, je ne sais pas comment on peut appeler ça aujourd'hui, où tout le monde est perdu et tes copines vont te dire, à trois, elles vont te dire, on a la réponse pour toi, ma chérie, voici comment il faut que ça se passe. Et tu peux être tenté, si tu sors d'une relation longue, de te dire, elles doivent savoir de quoi elles parlent, ça fait des années qu'elles sont dans ce nouveau monde. Alors qu'en réalité, c'est écoute-toi toi-même, t'as raison, demande-toi quelles sont les choses que tu tolères ou pas, quelles sont celles qui sont rédhibitoires et qui seront tes limites, et impose ton style dans un monde où tu es libre. Impose ton style là-dedans. Mais oui, parce que chaque personne qui va intervenir et qui va te donner son avis, mais c'est pour tout, surtout je veux dire, quand on est entrepreneur, on le sait, il y a toujours quelqu'un qui va nous donner un avis dans un sens, dans l'autre, c'est bien, c'est pas bien. La société est là pour ça. Mais de quoi ça parle ? Ça parle des peurs des autres, en fait. Ça parle de leur façon dont eux ont attaqué la relation, ça parle de leur traumatisme, de leur histoire, de leur culture, de leur famille, de leurs enfants, mais ça parle d'eux, ça parle pas de nous. C'est super intéressant. En fait, ça veut dire que tes amis te conseillent selon leur expérience d'une part, mais aussi selon leur peur. Oui. Et donc que tu peux être pris à avoir des mauvais conseils qui sont juste basés sur la peur des autres. Bien sûr.
On le vit tous dans toutes les situations. Quand tu dis je vais créer une boîte, on te dit mais t'es bien sûr, ça serait pas mieux d'être salarié, ça serait quand même plus sécure. Mais pour qui? Pour toi, pour moi, enfin, parce que moi, non, en fait, moi, je m'en fiche d'être sécure, je m'en fiche de pas savoir. Donc, les gens, ça part toujours d'une bonne intention, mais il faut pas oublier que ça part de leur propre peur. Et ça parle de leur propre histoire. Et donc, ça, il Est-ce faut qu'un pas. salarié, c'est quelque chose que j'ai lu dernièrement, et d'avance, bon courage pour la réponse, pour pas t'attirer les foudres des gens. Je l'ai lu, j'ai pas d'avis dessus. Est-ce qu'un salarié est une personne qui a peur de la liberté? Waouh! Alors, Pour rappel, il y a 92% de salariés en France. Bon courage pour ta réponse. je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que on peut être très libre en étant salarié. Et je vais même aller plus loin. Et alors là, je m'arrange encore plus. C'est être salarié, c'est avoir sa propre perception de la liberté en se disant, ben, en fait, moi, je suis à mon bureau de 9 heures à 17 heures. Mais après, je fais ce que je veux. Pour moi, dans ma tête, la liberté, c'est cet homme en moto qui va dans la route 66 en Amérique, qui n'a rien à foutre de rien. Alors qu'en fait, la liberté, dans ce que j'entends, qui est le titre de ton livre, ça peut être de choisir sa contrainte en réalité. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, moi tu Ouais, vois, dans ma moto sur la route 66, c'est pas du tout de la liberté pour moi. C'est c'est une un contrainte. casque, un Ouais. gros blouson, des protections partout. Enfin, c'est tout sauf la liberté pour moi. Tu vois, donc oui, chacun choisit sa liberté. Et quand on choisit sa liberté, on choisit les contraintes qui vont avec. Et effectivement, Ouais. ton exemple de la moto est très bon. C'est-à-dire que tu te dis, bah, pour pouvoir être libre, il faut que j'ai un casque sur la tête, un gros blouson qui est hyper lourd quand il fait chaud, des grosses bottes. Je peux pas me balader avec des jolies petites tenues parce que ça demande c'est pas confortable. Donc c'est la contrainte de la moto. Mais pour Ouais. moi, ça n'est que contrainte. Pour d'autres, ça n'est que liberté. Mark Manson, qui a écrit L'art subtil de s'en foutre, qui est aussi une ode à la liberté quelque part, expliquait que dans la vie, on a toujours des problèmes. Même si tu penses que gagner un ticket de loto et des millions t'apportera pas de problème, tu vas te créer d'autres types de problèmes. Regarde juste ce qui s'est passé avec tous les gagnants de loto. Ils ont parfois même encore plus de problèmes. C'est Et il sûr. expliquait la chose suivante, c'est que l'être humain a besoin de problèmes. Je crois qu'il y a même un dicton juif qui dit, si tu n'as plus de problème, c'est qu'il te reste plus que 6 mois à vivre. Quelque chose Eh comme oui, ça. Le problème fait partie de l'être humain. Et Mark Manson disait, euh, tu choisis juste les problèmes que tu aimes bien gérer. c'est ça. Typiquement, moi, j'aurais adoré devenir boxeur, mais j'aimais pas me prendre des coups. Je voulais juste avoir la notoriété d'être boxeur à succès à la fin. Sauf que le chemin des problèmes, j'étais pas prêt à les prendre. On pourrait dire aussi que dans le couple, euh, il y a des chemins qu'on est prêt à prendre ou des problèmes qu'on est prêt à accepter et d'autres pas. J'ai Tout à fait. récemment, on m'a dit Antoine, tu n'as que des copains célibataires. Je réponds pas parce que déjà c'est les plus drôles déjà à la base. Mais ce n'est pas tout. Donc je ramène des copains qui sont, pour contredire ça, je ramène des copains qui sont en couple depuis parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Et quand ils racontent leur histoire, par exemple au bout de 40 ans ou 50 ans de couple, tout le monde les regarde en disant waouh, c'est trop mignon, excellent, génial. Ah, tu sais, tout le monde, les filles ont des petits cœurs dans les yeux en les regardant, c'est trop mignon. Ils ont réussi ça, notre société est pourrie aujourd'hui. Mais quand tu creuses un peu, et je citerai aucun nom d'amis qui est depuis 20 ans, 30 ans ou 50 ans ensemble, quand tu creuses un peu, c'est des gens qui ont dû gérer parfois de ne pas avoir de relation intime pendant 2 3 ans, c'est des gens qui se sont trompés, par exemple au bout de 18 ans, puis au bout de 30 ans, il y a eu une autre histoire de lui ou d'elle, pas que des mecs, hein, de lui ou d'elle. C'est des gens qui ont dû parfois se faire jusqu'à des maladies, des cancers, de stress au sens propre, des cancers, parce qu'il n'y a plus de communication depuis 5 ans, sur un couple qui dure depuis 50 ans, calcule, hein. Tu peux avoir un couple qui dure 50, 60 ans, si tu as 80 ans, tu te connais à 20 ans. Et la vraie question à se poser dans cette liberté, c'est est-ce que je suis prêt à prendre ce genre de soucis aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, pour toutes celles qui se retrouvent célibataires ou ceux qui sont célibataires, se dire peut-être que moi, les problèmes que je suis prêt à gérer en couple, c'est peut-être simplement d'accepter que mes couples dureront 1 an ou 2 à chaque fois et qu'on va se séparer après? Alors, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que moi, je me suis beaucoup questionnée. J'ai un paragraphe dans le livre qui parle de ça, hein. Comment font les couples qui sont ensemble depuis 30 ans? C'est quoi leur secret en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça. Et puis, moi, il y a une deuxième chose que je remarque depuis quelques années. Alors, ça fait 14 ans que j'accompagne et ça, c'est assez récent. Je trouve que ça fait 5 6 ans, peut-être parce que je le remarque plus maintenant. Mais de femmes qui, à la fois, disent oui, mais moi, je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais une vie de couple. Et puis, quand je discute avec elles, de réaliser aussi leur rythme de vie, leur programme de vie. Donc, elles ont yoga le lundi à 8 heures le matin, elles ont méditation juste après elles mangent des fans de carottes. Attention, hein, je fais
j'ai absolument rien contre ça, bien au contraire, mais après elles vont bosser, après à l'heure du déj, elles ont un cours de chant lyrique, après à 17 heures, alors... Et donc elles me racontent leur planning, je leur dis, mais en fait, tu veux le mettre où? En fait, cette relation, tu veux la mettre où dans ce planning? Parce que ça me paraît un peu touchy quand même, enfin, tu vois, à part la nuit, mais... Et donc là, c'est drôle parce qu'elles réalisent qu'elles veulent quelqu'un, qu'elles veulent une relation, parce que quand même, dans la société dans laquelle on vit, c'est plus normal, mais qu'effectivement, elles n'ont pas de place pour quelqu'un. Et du coup, on arrive à une espèce de grand paradoxe de notre société qui est, ben, moi, je veux être libre, j'adore vivre seule, j'adore être... C'est hyper agréable de se réveiller seule, c'est hyper agréable d'investir la maison comme on en a envie. Enfin, moi, j'adore partir en vacances toute seule, par exemple, mais j'adore aussi vivre à deux, mais ça demande des contraintes, ça demande des exigences des deux. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, souvent, beaucoup d'entre elles, la relation leur fait peur. Donc elles en ont envie de manière intrinsèque, mais leur vie n'est pas du tout faite et elles n'en sont pas du tout prêtes à laisser de la place à quelqu'un. Donc ça ne peut pas marcher en fait, c'est totalement incongruent. On ne peut pas mettre quelqu'un dans un programme où il n'y a pas de place. Il faut laisser la place à quelqu'un pour entrer en relation. Et du coup, elles rencontrent que des hommes qui sont, avec qui elles ne vont pas rester et elles s'auto-confirment qu'en fait, elles rencontrent que des mecs qui ne sont pas intéressants, donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas rester avec eux. Et ça marche bien en fait, c'est un truc qui marche bien. J'ai pas de place dans la relation, mais quand même, je me rassure en me disant que je cherche quelqu'un. Mais les mecs que je rencontre, ils sont tous nuls. Donc, tu vois, j'ai raison de remplir mon agenda comme ça. Ok, ça se tient. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs à questionner. J'ai une autre théorie pour celle-ci, qui est très personnelle. Je la partage aujourd'hui. Je pense qu'on devient majeur à l'âge de 40 ans. Je m'explique. Pendant 20 ans, si j'arrondis, pendant 20 ans, tu es avec tes parents. Et on pourrait dire que pendant les 20 ans d'après... comme une balle de tennis qui serait en l'air, tu suis juste la trajectoire de ce qu'on t'a envoyé. Soit par miroir, soit par inverse. Je ne ressemblerai jamais à ma mère, ou je vais ressembler à ma mère. Mais dans les deux cas, tu te construis en comparaison. En comparaison au miroir ou comparaison au miroir négatif. Et à 40 ans, souvent avec aussi ou un gros burn-out, ou un gros divorce, mais ça à 40 ans, 45 ou 50 ans, tu te retrouves à te dire... je ne sais pas vraiment si je veux recréer quelque chose d'avant, en même temps, je ne sais pas ce que je vais créer de moi-même. Et tu deviens enfin adulte parce que tu fais un choix en conscience qui n'est pas juste un choix dicté inconsciemment par celui de tes parents ou de ton transgénérationnel. Tout à fait. Et ça, pour en arriver là, il faut accepter de se sortir de la relation avec ses parents. Et quand je dis de s'en sortir, c'est accepter l'idée consciemment que, en fait, nos parents ne sont pas que nos parents. Et surtout, ils ne sont pas nos parents toute notre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on devient adulte, on n'est plus dans une relation normalement parent-enfant, qui est un petit peu quand même déséquilibrée, puisque les parents ont autorité sur les enfants. Alors je ne parle pas d'autorité méchante évidemment, mais quand on est parent, qu'on a un enfant, on a autorité sur lui pour le maintenir en vie. Et on oublie que quand on a 30-35 ans, ils n'ont plus autorité sur nous, on est d'adulte à adulte. Et que ce sont que nos parents, mais parce qu'ils nous ont fait grandir, mais qu'on est d'abord dans une relation d'adulte à adulte. Et qu'on se doit, en tant qu'adulte, de s'extraire d'eux, même si ce sont nos parents. J'en parlais dans les vidéos précédentes, il y a une reproduction du passé qui est tellement énorme. Moi, je me suis retrouvé célibataire il y a quelques temps de ça, et évidemment, je connais que le couple. Je suis en couple depuis que j'ai 18 ans, pas avec la même personne, mais je suis en couple depuis que j'ai 18 ans. J'ai 23 ans, donc ça va, je suis pas très vieux. Et j'ai quasiment 50 ans, et je suis en couple, et donc je me sépare il y a quelques temps de ça. Et mes copains me disent, Antoine, t'as fait ta carrière, ça roule, t'as tes 2 enfants. Ils me disent, Antoine, amuse-toi. Et je fais, non, mais bien sûr, je peux pas m'amuser, je veux me mettre en couple. Et ils me disent, Antoine, pourquoi? Je fais, c'est évident, pour l'amour. Ils me disaient, cite-nous 3 raisons qui fait que tu te mettrais en couple aujourd'hui. Et je suis passé, et je me suis rendu compte à quel point l'empreinte de mes parents, ou de mon expérience de vie, était forte, ou de mes 48 ans de vie était forte, que j'ai du mal à changer de modèle par la suite. Et c'est vrai en réalité, pourquoi on se met en couple? Et tu sais, des fois je vois les gens, et moi les premiers, on dit ouais, les gens sur les sites de rencontres c'est des fous, les gens dans la société, dans les boîtes de nuit, dans les bars, c'est des dingues, ils veulent plus s'engager. Mais en réalité, t'as intérêt à avoir un vrai pourquoi, de pourquoi je veux me réengager. Et si ça te paraît évident, je pense, repense 2-3 fois cette question dans les jours à venir, et tu verras que la réponse n'est pas si évidente. Est-ce que tu reproduis un truc du passé, ou est-ce que c'est sur des valeurs extrêmement fortes, comme tu disais tout à l'heure, une réelle volonté de créer quelque chose?
Oui, mais parce qu'on est aussi, nous, une génération, la génération des 50 ans, on a connu les deux, en fait. On a connu nos parents et nos grands-parents très ancrés dans le on se marie et il n'y a même pas de question possible. En fait, on ne se pose pas de questions, on se marie. Et on ne se demande pas pourquoi on se marie, on ne se demande pas pourquoi on a envie de construire un foyer, pourquoi on a envie d'avoir des enfants, pourquoi on a des enfants, pourquoi on achète une maison. On ne se pose pas ces questions-là, on le fait. Et puis on fait un burn-out à 35-40 ans en se disant, mais est-ce que vraiment c'était ça que je voulais? Nous, on fait partie de cette génération-là. Et du coup, aujourd'hui, si on se sépare, enfin quand on se sépare, parce que ça nous est arrivé à tous, et bien effectivement, on se retrouve à 46, 47 ans en se disant, mais ok, je retourne là-dedans, sans se poser la question du pourquoi je retourne là-dedans. Mais parce que c'est tellement ancré en nous que Et parce finalement, qu'aussi, on ne sait rien faire d'autre souvent. on ne sait pas faire d'autre. T'arrives à... Je parle des 50 ans depuis tout à l'heure, je suis désolé pour les plus jeunes ou les plus âgés. Mais l'âge que tu veux, mais ça peut être plus ou moins 20 ans, plus ou moins 15 ans. C'est... t'es tellement habitué à ça. Évidemment, tu refais la même... comme un salarié va assez rarement... Il y a enfin, 98% de salariés en France. Il est salarié, il retourne salarié après. Enfin, pourquoi il irait tout réinventer? Tu étais en couple, tu retournes en couple après. Et c'est une question qui est compliquée aussi. Depuis le début, je te gâte pas avec mes questions. Comment est-ce qu'on arrive à faire la part et à se réinventer dans sa vie amoureuse lorsqu'on a connu que quelque chose, mais qu'on ait connu que du couple ou qu'on ait connu que des échecs amoureux? Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un cadre psychologique et social où on ne connaît que ça? Comment est-ce qu'on Mais, s'ouvre le cerveau par rapport à ça? On mais je achète crois ton que livre déjà, oui, déjà, première on le chose. lit à l'endroit et à l'envers. Dans tous les sens, ouais. Je crois que c'est la magie de la vie, c'est de se poser des questions. Et je crois que la première des choses, c'est de s'asseoir et se dire, OK, qu'est-ce que je veux, moi, en fait? Qu'est-ce que je veux? Je fais un petit pas de Et côté. quand on ne sait pas ce qu'on veut, la plupart des gens, tu leur dis qu'est-ce que tu veux, même moi, tu me poses la question, j'en sais rien, tu vois. Bah, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je le fais? Tu parlais du pourquoi tout à l'heure. Il me semble que c'est une des questions les plus essentielles de notre vie. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et je crois que c'est important de se poser ces questions-là régulièrement, même quand on est en couple. Pourquoi je reste dans cette relation-là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'aime cette personne-là? Pourquoi on est ensemble? Et même de le poser de temps en temps. Et de le faire tout seul en amont en se disant, OK, je vais retourner dans une relation de couple. Pourquoi je choisis ça? Et si j'essayais autre chose? Et si j'osais me donner la liberté d'essayer autre chose? Et si j'avais l'audace d'aller essayer quelque chose que je n'ai jamais essayé pour voir si ça me plaît davantage? Et Belle là, transition. Ah oui, excuse-moi. oui, t'as vu ça? Et, Belle transition sur la peur après. La et peur. oui, et j'allais te dire, et là, on parle de quelque chose qui devait être le titre du livre d'ailleurs et qui ne l'a pas été puisque ça parlait de peur et pas des miennes pour le coup, mais qui est l'idée de passer à l'action. L'idée de se dire, eh ben j'y vais, j'essaie, je reste pas dans mon canapé à me ruminer la tête, à me faire de la masturbation intellectuelle en me disant oui, mais pourquoi, mais quand même, et si, et machin, et trucs. Non, j'y vais. Allez, j'en sais rien, je vais passer la nuit dans un bar, je vais aller voir, je vais aller regarder les gens, je vais aller regarder les filles, je vais aller regarder les mecs, et je vais essayer ce qui me fait plaisir là, sur le moment. Je vais m'autoriser à essayer quelque chose. Et m'autoriser à essayer quelque chose, c'est pas m'engager dans quelque chose. C'est me dire, eh ben, pourquoi pas? Et puis après, on verra. Je signe pas sur. Tu vois, j'ai pas les deux pieds dans le marbre. En fait, je suis pas en train de signer à vie en me disant, ben voilà, maintenant ma vie, ça va être que ça. Non, j'ai le droit d'avoir des parenthèses où je me dis, bah, j'ai besoin de me re-questionner parce que je ne sais pas où j'en suis. Et j'ai le droit de pas savoir où j'en suis, quoi. Et je trouve que c'est important d'avoir l'honnêteté de soi à soi, de se dire, bah, j'ai peur, j'ose pas, je sais pas, j'en sais rien. Là, je suis perdue, je ne sais plus. Et ben, ok, ok, c'est de bonne guerre. Du coup, de quoi tu as envie en fait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? De quoi tu as besoin là? Et pour ça, on a nos amis aussi, tu vois, de se dire, bah écoute, là, je suis totalement perdue. Ouais, ok, de quoi tu as besoin? On va boire un coup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'essayer? Et souvent d'échanger, parce que quand on tourne en boucle avec soi-même, on n'a pas les réponses. Hein, il ne faut pas se leurrer. On tourne le même petit vélo à l'infini. Et à la fin, on a toujours le même petit vélo. On ne dort pas et on se lève le matin avec le même petit vélo. Mais d'en parler à un ami, alors un ami. Pas les amis qui te disent toujours t'as raison, tu vois, mais plutôt les amis qui ont tendance à te filer un peu un coup de pied en te disant bon allez, bouge-toi quoi. Ces amis-là, eux, ils vont te donner ton miroir en te disant mais regarde ce que tu fais. T'es sur ton canapé à te dire bah je vais me marier parce que bah je sais pas, mais parce que je sais pas de quoi j'ai envie, je sais pas. Ok, vas-y, essaye autre chose. Oui, mais ça se fait Il- pas. C'est souvent ça la réponse, ça ne se fait pas. Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Il n'y a pas un livre où c'est écrit ça ne se fait pas. Donc ose, J'ai- essaye. Bien sûr. J'ai des amis, des clients qui testent même d'être homo
Mais oui, qui auraient jamais osé ça avant. mais oui. Mais on est dans quelque chose aujourd'hui qui permet, avec beaucoup moins de jugement que nos parents, nos grands-parents, permet d'essayer. Et tes amis te disent, bah ouais, vas-y, essaye. C'est là où ils s'attendent à ce qu'ils disent ça en bafouillant, mais de tout âge, en bafouillant, les yeux fermés, en baissant les yeux. Et les gens disent, bah ouais, vas-y. Et puis le sujet d'après est enchaîné. Ils n'en reviennent pas que le truc soit accepté de manière aussi simple. Je trouve qu'il est plus difficile d'être libre que d'être prisonnier. On s'entend, Oui. mais ça entre guillemets dans le domaine Ah, mais t'as duquel on raison. parle. On s'entend bien, on parle pas de finir à Fleury-Mérogis, quoi. Mais il est plus difficile Ça peut être un choix aussi, psychologiquement, tu vois. ça peut être un choix aussi, il est plus difficile psychologiquement d'être libre parce que ça déclenche un tas de peur, là où une prison te déclencherait juste une frustration. Mm. Et puis être libre, c'est aussi accepter la totalité de qui on est. Ça demande de se regarder et de se dire, ok, je suis pas parfait, loin de là, je suis vulnérable, je suis fragile, je fais des erreurs, souvent des grosses, je me plante. Enfin, ça demande de regarder tout ça aussi et de se dire, bah, c'est pas grave. Ça fait, l'équilibre est là. Alors qu'on vit dans une société, et de plus en plus depuis quelques années, où il faut être à l'équilibre, il faut faire du yoga, il faut, je reviens avec mon histoire de yoga et de machin, mais il faut gérer ses émotions, il faut gérer son stress, il faut gérer sa frustration, il faut être dans sa zone de génie, il faut sortir de sa zone de confort, enfin bon bref, tout un tas de trucs qui sont hyper flippants finalement, quoi. Il faut faire des résolutions le 1er janvier, il faut, enfin bon, tu regardes les trucs, tu te dis, mais en fait si je fais tout ça, enfin, moi, je suis pas, quoi. Je peux pas faire tout ça. Et je veux pas. Parce que c'est trop flippant. Il faut être meilleur que l'autre. Il faut faire des belles photos sur Instagram. Il faut être gentil. Enfin, c'est une course en permanence à une pseudo-performance tout en disant non, mais en fait, il faut que tu t'acceptes comme tu es. Ben non, en fait, tu vois, tu me mets la couverture duel avec écrit comment s'habiller, comment on a le droit de s'habiller à 45 ans, et en même temps, derrière, tu me dis tu peux tout porter. Ben non, en fait, c'est pas, tu peux pas me mettre ça en couverture et après me dire ben en fait, tu peux tout porter puisque tu viens de me dire que j'ai 45 ans et que je peux pas tout porter. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent. Et je crois que la difficulté de la liberté, c'est effectivement de se dire eh ben oui, j'ai le droit de porter des paillettes, j'ai le droit, même si j'ai 45 ans, de porter des shorts, j'ai le droit d'être grosse, j'ai le droit d'être maigre, j'ai le droit d'être fragile, j'ai le droit d'être vulnérable. Et je m'assume telle que je suis. Et pour moi, la vraie liberté, c'est ça, c'est de se dire, bah, j'ai de compte à rendre à personne, en fait. Ça ne veut pas dire que La je me liberté comporte. est une forme de chemin qu'on va suivre et qu'on va découvrir. C'est marrant, ça ressemble à une activité ou à un sport ou à un hobby. Je dis ça, c'est pas les bons mots, mais tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à quelque chose finalement qu'on peut étudier au quotidien, d'après ce que tu dis, qu'on peut travailler, qu'on peut réfléchir, qu'on peut conscientiser, qu'on peut tester ou pas, qu'on peut fantasmer aussi éventuellement. On peut réfléchir à ses propres compétences et défaillances, c'est-à-dire dans quoi je suis bon, quel est le type de liberté qui m'irait à moi. Tu parles dans ton livre aussi de femmes qui parfois ont une estime d'elles-mêmes qui est tellement basse et si peu de confiance en soi qu'elles abandonnent tout jusqu'à se perdre totalement, jusqu'à ne plus être soi-même, mais une version qui s'adapte pour être aimée et acceptée, reconnue. Oui, c'est ce qu'on se disait au tout début. C'est-à-dire que moi, mon postulat, il est vraiment parti de là. C'est-à-dire qu'il y avait ma propre histoire où moi, j'ai fait ça, mais de manière très égotique. Je me disais, bon, bah, il n'y a que moi qui ai vécu ça. Tu as Et tout abandonné dans ta vie à un moment donné pour la relation toxique dont tu parlais au début? ah oui, totalement, totalement. Mais j'ai tout abandonné. Enfin, j'ai tout abandonné parce que je me disais, en fait, je suis tellement nulle, je suis tellement en décalage, je suis tellement rien, je suis tellement débile que la seule solution, c'est d'aller trouver un mec qui est brillant et qui, du coup, va pouvoir couvrir ça. Bon, quand tu penses le postulat de base, tu te dis c'est quand même un peu limite comme raisonnement, c'est quand même ça, tu vois, ça se voilà, il faut pas aller chercher très très loin, mais bon, bref. Et moi je me suis dit ok, donc je me cache derrière ce mec hyper intelligent, hyper brillant, hyper mais l'intelligence ça peut être un défaut aussi, hein. L'intelligence c'est une qualité, un défaut quand je parle de l'intelligence de la culture en fait, de la brillance culturelle. Mais moi, j'ai fait ça pendant des années et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes accompagnements que je n'étais pas la seule à faire ça en fait et qu'on était très nombreuses. Et du coup, très nombreuses à pas voir aussi que la relation dans laquelle on s'était embarqué, c'était une relation d'emprise parce qu'on on se sent tellement nul et tellement en décalage qu'on plie totalement à ce que fait l'autre et dit l'autre et attend de nous. Tu vois, et ce On dit que qu'induit les l'autre. femmes,
on dit que les femmes s'adaptent beaucoup plus à l'autre. Typiquement, il est difficile de repérer une femme Asperger parce qu'elle est tellement dans l'hyper-adaptation, dans la suradaptation à l'autre, qu'on n'arrive quasiment pas à la repérer. Les femmes s'adapteraient beaucoup plus que les hommes, malheureusement. Oui. Et on dit, j'ai un doute sur, est-ce que c'est Freud? On dit que la femme cherche avec son premier homme à remplacer le modèle d'autorité. Elle va trouver un homme qui a un modèle d'autorité supérieur à celui de son père. Je sais pas. Alors ça, je ne sais pas. En tous les cas, moi, j'en ai cherché beaucoup qui ont remplacé le modèle d'autorité de mon père, je trouve. J'ai pas trouvé... Enfin, ça s'est arrêté qu'à un, ça aurait été chouette. Mais en fait, je trouve que je suis allée très très loin avant de remplacer ce modèle d'autorité. Mais oui, je pense qu'on est encore aujourd'hui dans une société où, effectivement, on va aller chercher des choses pour pouvoir... On nous apprend pas à dire non. Mais ni aux femmes ni aux hommes. On ne nous apprend pas à dire non. Personne ne t'apprend à dire non. Personne ne te dit tu as le droit de dire non. Et quand on est une femme avec ce mode de fonctionnement, forcément, comme on ne sait pas dire non, on dit oui, en pensant que ça va nous aider. Hier, j'étais en séance avec une nana qui a du mal à renégocier son salaire. Enfin bon, bref, un contexte d'entreprise un peu spécial. Et je lui disais, mais de quoi tu aurais besoin en fait pour plus culpabiliser, pour aller leur parler, tu vois, pour aller. Et elle me répond, et j'ai trouvé cette réponse fabuleuse parce qu'elle est encore très parlante. Elle me dit, j'aurais besoin d'être un homme. Et tu te dis, ok, donc on n'est pas encore sorti, quoi, tu vois. Parce qu'il y a encore aujourd'hui cette image-là de la puissance masculine. Et si en plus, on est un peu dans ce besoin de reconnaissance, dans cette difficulté à se positionner, forcément, ça part à volo. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Qu'est-ce qui fait c'est marrant. J'espère que c'est tellement passionnant. J'espère que cette vidéo fera des vues. Le doute que j'ai toujours là-dessus, et pour le livre et pour cette vidéo, on verra. Mettez un mot-clé en dessous. Mettez à partir à volo en commentaire. On saura que vous êtes arrivé à quasiment 1 heure de. Et les gens qui regarderont cette vidéo ne comprendront pas pourquoi c'est marqué partir à volo. Personne n'utilise cette expression en plus. Personne n'utilise ça. Je ne sais même pas l'écrire pour tout vous dire. Explique-moi, j'ai lu beaucoup sur les femmes qui sortent avec des hommes mariés, des théories qui vont dans tous les sens. Y a-t-il un lien? Les femmes libres me disent je suis libre en ce moment, je fais ce que je veux. Allez, je sors avec un homme marié. Un homme libre ne sortirait jamais avec une femme mariée. Dans l'autre sens, ça marcherait pas. Oula, qu'est-ce qui fait qu'un très très peu, je crois que c'est résiduel. Tu crois? Ça existe, mais ça reste en proportion, ça n'a vraiment rien à voir. Comment est-ce que tu expliques qu'une femme libre puisse se dire allez, un homme marié, ce qui représente tout sauf de la liberté au final. Le mec est pris, il n'est pas libre. Toi, tu deviens enchaîné émotionnellement à un autre homme. Tu penses que c'est la liberté, c'est une forme de prison déguisée qui peut durer pendant 20 ans. J'ai accompagné des gens coaching, ça a duré 18 ans ou 20 ans avec un homme marié. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, la peur de l'engagement, mais ça, je pense qu'elle est plus masculine que féminine. Et par contre, là, on est typiquement dans de la relation toxique de je ne me donne pas de valeur. Donc, en fait, pourquoi j'irai vers quelqu'un que je mérite en fait. Ma place, je mérite d'être juste la deuxième, celle qu'on ne voit pas, celle à qui on ne s'intéresse pas, celle qu'on ne regarde pas, celle qui n'a pas d'intérêt, en même temps, avec, je pense, en parallèle et un peu en voix off, en se disant à quel moment il va me choisir. Il y a l'envie irrépressible d'être choisi et de se dire, et l'espoir de se dire, mais il m'aime, donc à un moment donné, je vais devenir la numéro 1. Et je pense qu'il y a ce paradoxe permanent de dire, en fait, je ne mérite pas d'être aimé, mais je sais qu'à un moment donné, il va me choisir et qu'il va quitter sa femme pour moi. Chose qui n'arrive jamais. Non, jamais. À la marge. C'est 7% des cas, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu un mouvement de libération de la femme, depuis... on pourrait revenir sur toutes les étapes qu'on a eues depuis 50, 60 ou 70 ans. Droit de vote de la femme en 49. On pourrait parler de la révolution sexuelle, je réfléchis au mot parce que je vais me faire démonétiser, révolution, bref, de la partie intime, dans les années 70, on pourrait parler de MeToo, de Balance ton porc. Il y a eu cette vague de libération gigantesque féministe, tu vois, sur les salaires, sur la place dans la société, sur le comportement des hommes. Et tout d'un coup, depuis 3-4 mois, là, en ce moment, sorti de nulle part, grande phase... Pas de régression, parce que ce ne serait pas le bon mot, retour à une forme de traditionnalisme. Elle se balade sur son TikTok
avec une bandelette pour cacher un peu les mots-clés que je peux pas dire en haut et une bandelette pour cacher d'autres mots-clés que je peux pas dire en bas, en boîte de nuit, elle fait son TikTok machin, les autres femmes vont la regarder, enfin, toi, ma cocotte, c'est pas ça l'image de la femme c'est pas ça l'image de la femme libre qu'on veut. Là, tu renvoies l'image d'une fille de la rue, avec un autre mot-clé que je ne peux pas dire aujourd'hui. Donc, une grande phase de libération, certains ont dit, on fait ce qu'on veut de notre corps, respectez-nous, et d'un coup, un autre mouvement de femmes qui va dire, attention, c'était pas exactement ce qu'on disait quand on disait vague de libération de la femme. Bah moi, je pense qu'on est surtout sur une vague on est un peu perdu, quoi. Parce qu'on a beau dire c'est une grande vague de libération, la parole est quand même pas encore super entendue et écoutée. Et du coup, je pense que tout le monde essaie de se positionner en se disant, bah moi, il m'arrivera rien, ou moi, je fais un signe de la main, enfin, j'essaie de me placer dans cette société-là avec une forme de force, parce que rien ne m'atteindra en fait. Là où je cours un risque, et ben non, en fait, je vous montre que je peux me balader à moitié nue ou très habillée, Ouais. mais en fait, rien ne m'arrivera. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans une période très compliquée. Moi, je trouve que Une défiance de l'ancien monde. Ouais. Et en même temps, avec une société qui finalement ne nous soutient pas tant que ça, puisque tu vois, la parole, elle est libérée, mais finalement, on est quand même bloqué par moment. On peut pas parler quand on veut. Quand on arrive un peu trop tard dans la parole, bah, on te dit, bah non, c'est plus le moment de parler, vous avez dépassé votre temps. Les femmes qui parlent sont quand même des femmes qui ont un pouvoir de parole, un pouvoir dans la société, un pouvoir dans les médias, mais celles que moi j'accompagne, elles n'ont pas de pouvoir et elles n'osent toujours pas parler. Donc on est vraiment dans une phase compliquée, quoi. Je trouve qu'on est vraiment dans une phase waouh, quoi. C'est pas simple. J'entends ton discours que j'adore et au fond de moi, il y a quelque chose qui résonne, moi, moi, femme de 50 ans, il y a quelque chose qui résonne au fond de moi, homme de 48 ans. Aujourd'hui, tout ce que tu m'as dit me change ma manière de voir la liberté et je prends bonne note de tout. Et au fond de moi, une espèce d'arrière-goût bizarre dans la bouche sur la liberté. On va parler de la France, parce que je connais moins la Belgique, la Suisse, d'un point de vue social. Je me sens comme si j'avais plus d'options, mais dans un choix limité d'options. En gros, c'est peut-être juste moi au passage, attention, et c'est peut-être un problème de riche ou d'hétéro mâle blanc de 48 ans que personne ne ressent, hein, mais ça dans son contexte. L'impression que ça me donne, j'ai l'impression d'avoir une forme de contrôle permanent de l'État. Ne roule pas trop vite à 2 km près, sinon t'es flashé automatiquement. Fais tes déclarations en ligne à telle date précisément, sinon il se passe ça. Une espèce de surcontrôle gigantesque où on te dit t'es libre de faire ce que tu veux, t'es en démocratie. En fait, t'es libre dans ça, quoi. T'es juste libre dans les options qu'on t'a données. Et ce que je ressens, c'est pas une oppression, mais je me sens comprimé dans une forme de système que je mettrais et dans ma vie professionnelle, et dans ma relation avec l'État, et dans ma relation à l'autre aussi. Je mettrais homme et femme dedans. Comprimé à, oui, t'es libre Antoine, mais t'es libre sur 3 options au final. Fais ce que tu veux sur 5 options. Oui, pars en vacances au Maroc, en Norvège ou en machin, mais paye bien ton ticket, tel prix, et reviens à la maison. Oui, t'es libre de parler à qui tu veux, de t'habiller comme tu veux, mais si tu le fais un peu trop, on va te le faire remarquer, on va t'afficher. Oui, oui, mais de toute façon, je pense qu'on est. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je trouve que finalement, ce droit à la parole, il est assez contraint. Et c'est ça qui est hyper difficile en ce moment. On te dit, ça rejoint ce que tu viens de dire, on te donne le droit de parler, mais dans un certain contexte, d'une certaine façon, avec un temps imparti. Et je pense que les médias n'aident pas non plus parce que tout le monde est obligé de se ranger un petit peu. Et du coup, on devient fou, quoi, en fait. On devient fou parce qu'on se dit, ok, j'ai le droit de parler, mais pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas de ça. Je peux aller parler de ce qui m'est arrivé, mais attention, dans ce contexte-là, à telle heure, avec telle personne. Tu vas en parler sur un plateau télé, mais même sur un plateau télé, on te dit, oui, bah alors ça, tu peux en parler, ça, tu peux pas en parler, ça, non. Enfin, moi, j'ai fait un plateau télé en septembre pour parler du viol que j'ai vécu. On a commencé par me dire, bah oui, mais alors ça, tu peux pas en parler parce que, ça, tu peux pas en parler parce que. Et je comprends aussi leur position. C'est une chaîne, c'est une chaîne nationale, c'est une chaîne d'État. Enfin, c'est France 2, donc tu peux pas tout dire. Il faut protéger les uns et les autres. Et tu te dis, mais en fait, à quoi bon, quoi, en fait?
Tu vois, à quoi bon? Parce que si on me dit d'un côté, on vous entend, on entend les femmes, et que d'un autre, on dit oui, mais alors on vous entend, mais vous dites pas ça, vous dites pas ça, Bien sûr. bah, c'est pas être entendu, en fait, c'est pas être écouté. Et Mais ça, même et là, tu vois, sur les mots-clés. Après ça, moi, j'adore YouTube. Si YouTube me regarde, j'adore YouTube et j'ai juste des mots-clés et j'entends bien qu'on peut pas les dire. Mais à part ça, c'est aussi une liberté d'expression géniale, tu vois, qu'il n'y aurait probablement pas à la télévision. Donc je retrouve une forme de liberté dans YouTube, mais cette liberté dans plein de domaines, elle a été spoliée. Va par exemple sur un Tinder tout bêtement, euh, demande un numéro de téléphone à une femme juste éventuellement parce que tu es un humain, tu veux entendre sa voix, enfin je sais pas, au bout de 3 jours tu veux entendre sa voix, tu dis viens on s'échange de numéro de téléphone, elle te fait waouh quoi, espèce de porc, mon numéro de téléphone alors que ça fait que 3 jours qu'on se parle et tu fais bah, en fait c'était quoi là, enfin moi je débarque, c'était quoi la règle, c'est quoi, c'est 5 jours, c'est 5 mois, c'est 5 ans, bah, juste dites-moi les règles, parce que on est dans une société qui est extrêmement codée dans la séduction, dans le couple, dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut pas dire, dans ce qu'on peut faire en société ou pas. oui, mais le problème, c'est que les règles, on les connaît pas vraiment. Tu vois, tu parles de Et l'exemple puis de les règles, on ne les Tinder. connaît pas. Tu sais pas si une nana elle veut que tu attendes 4 jours, 5 semaines. Enfin, c'est quoi? C'est ce que tu dis, c'est quoi l'idée? Et je rejoins, enfin, je reparle de ce que tu disais au tout début sur justement sur Tinder où bah, t'en as qui veulent s'envoyer en l'air, où il y en a qui veulent pas avoir une histoire. Mais c'est leur droit aussi en fait. Tu vois, dans la mesure où tu C'est une forme de respectes. liberté. Mais oui, dans la mesure où Moi, je suis juste contre le mensonge, hein. Mais Et, c'est et- ça. et moi, en tant qu'homme, il y a un an de ça, moi, je disais que je voulais un couple. Elles m'ont dit moi aussi. La majorité ne voulait pas de couple. Bah Donc oui, il y a c'est ça. mensonge des deux côtés. Mais comment est-ce qu'on retrouve de la liberté dans un monde qui ne l'est pas? Ben, je pense que c'est de savoir dire encore une fois ce qui est bon pour nous. Et puis après, on vit dans ce monde-là, donc ça demande aussi ben, par moment de râler en hurlant l'injustice, en hurlant que c'est dégueulasse, en hurlant, mais que c'est aussi un système où il y a plein de positifs et qu'on peut sinon choisir de s'en aller, j'ai envie de te dire, hein, c'est un peu caricatural, mais vivre dans une société, ça aussi, et dans cette société-là et dans ce monde-là, implique aussi des contraintes, implique des avantages et des contraintes, et la liberté, c'est d'avoir des avantages et d'avoir des contraintes. On peut pas, enfin, jusqu'à 2 ans, on croit qu'on a que des avantages, puis après on apprend la Ouais. frustration et on se dit ah bah oui bah non en fait c'est pas très rigolo la vie. Bah oui en fait il y a des moments c'est rigolo et il y a des moments c'est pas rigolo. Mais l'avantage de la contrainte, c'est que quand tu as un truc qui est cool, tu le remarques encore plus. Si on avait que des C'est trucs vrai. cool, tu vois, on se dirait, bon, finalement, à quoi bon? Alors que la contrainte, quand tu prends, alors ça va pas être très écolo ce que je dis, mais quand tu prends un avion et que tu restes en escale 8 heures parce que c'est l'enfer, parce que t'as pas réussi à avoir le bon vol, le bon machin, le bon truc, et là, quand tu arrives dans ton hôtel et que tu te poses devant la plage ou devant la mer, tu te dis, waouh, ça valait le coup, quoi. Tu vois, si on était téléporté, ben on l'apprécierait moins. Harry Brown, en Parce que 1973, a écrit un livre qui s'appelait, alors en anglais, en français, ça donnerait Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. How I Found Freedom in a Non-Free World. 1973, à une époque où, pour rappel, ma nounou fumait des Gauloises avec 3 gamins derrière, sans ceinture, personne n'avait une ceinture, dans une 2 chevaux, en prenant c'est les ça. virages à toute allure, en dérapant de partout, picolé à midi, machin, on s'en foutait. Donc déjà, à cette époque, on était déjà dans une forme de recherche de liberté. Et on peut dire que toute société est soumise à des règles. Mais c'est vrai que d'instinct, si jamais je ne fais pas cet exercice sur moi, le problème sera la société, le problème sera les femmes, le problème sera les hommes, le problème sera le machin. Et trouver la liberté dans un monde qui l'est pas nécessite de connaître les règles et de savoir quelle est ta latitude là-dedans, ou de changer de partie habiter ailleurs en effet. Oui, et puis c'est ce qu'on se disait, c'est de reprendre sa responsabilité en se disant, attends, c'est aussi de ma responsabilité. Et je suis aussi un humain dans cette société-là, donc je participe et je contribue à ce monde-là. Donc je le fais du mieux que je peux, mais j'ai la chance d'être en bonne santé. Enfin, on se pose des questions, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on est blanc, on est riche, on a des problèmes de riches. Donc on n'a pas de problème en vrai. Notre seul sujet, c'est de se poser des questions La phrase existentielles. la Et plus ça, ouais, mais dure, il faut pas le la phrase perdre la de plus vue. dure que j'ai entendue d'un de mes super amis de 20 ans en plus. Il m'a dit Antoine, tes problèmes de blanc hétéro à 50 ans, on s'en fout globalement. Les ramène pas Mais trop. c'est Tu ça, fais, oh, c'est oui, des quand même, tu fais problèmes de ça, eh, oh, riches. moi aussi je peux être victime, moi aussi je peux être victime de quelque chose ou pas, j'ai le droit ou pas? Je dois la fermer. Oui, mais on a le droit, mais tu vois, il faut que ça s'arrête. Enfin, on peut se dire, bon, ok, là, je suis victime, et je vais chialer pendant une demi-heure en disant que je suis victime de tout le monde, et puis après, je vais relever la tête et me dire, ok, c'est ce que je dis toujours, mon accompagnement. Vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi habiller vos enfants, ils vont à l'école, vous êtes en bonne santé. Après, le reste, c'est des problèmes de riches.
Il faut être clair en fait, tu vois, il faut aussi se dire que, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que toutes les questions que je me pose, il faut aussi revenir à un petit niveau en se disant, bon, c'est quand même des questions existentielles, ça n'a pas vraiment d'intérêt, enfin, ça a un intérêt qui est parce qu'on a la chance de pouvoir se les poser. Donc si on a la chance de pouvoir se poser ces questions-là, c'est qu'on vit dans une société quand même qui nous laisse assez libre et dans laquelle on peut se poser ce genre de questions et se dire, waouh, on voit le soleil se lever le matin et on peut descendre dans la rue, il nous arrive rien. Et ça, Donc c'est attendu que ça dure, relativiser quoi, aussi tu vois, l'endroit où on est et notre condition humaine. carrément, carrément, et tout relativiser et reprendre notre propre responsabilité. Moi, quand en accompagnement, on me dit oui, mais tu vois, mon mari, ouais, mais tu vois, mon patron, oui, mais tu vois, bah, je dis oui, c'est vrai, le problème dans la vie, c'est l'autre. Si l'autre n'existait pas, ça serait tellement plus simple, en fait. Mais en même temps, ce serait vachement moins rigolo, parce que du coup, bah voilà, donc quand il y a un problème avec l'autre, le problème, c'est nous. C'est Ludivine, mon je vais mettre le postulat. lien vers ton livre juste en dessous. Un immense merci pour ton temps aujourd'hui. Euh, dans quelle situation on te contacte? Est-ce qu'on peut aussi te recommander peut-être à... On a dit tout à l'heure qu'on avait du mal à prendre conscience de ce propre souci. Est-ce que c'est aussi des gens qui t'envoient des amis ou des maris, femmes, frères, sœurs, en disant va consulter Ludivine, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Tu sombres, arrives à te retrouver? Alors, oui, C'est oui, je suis assez pourquoi? simple à C'était pas une retrouver, mais question drôle. la question de la responsabilité revient, on m'envoie personne en fait. Les gens viennent s'ils ont envie de Ils sont venir, libres, ils sont libres, ils sont libres. mais ils sont libres, c'est ça. Moi, j'impose à personne de venir, mais oui, ils peuvent venir me voir. Il y a mon numéro de téléphone, mon Instagram, donc voilà, où je partage aussi sur Insta des réflexions assez régulièrement sur qu'est-ce que cette vie très compliquée nous amène à faire et nous amène à vivre, mais aussi avec beaucoup de dérision, parce que je trouve qu'accompagner avec dérision, Bien c'est sûr. bien, c'est remettre un petit peu Une dernière, l'église au milieu du une village. dernière, Et c'est une dernière calme. question pour tous ceux qui pensent que l'interview est terminée et qu'ils ont accroché. Comment ça se passe dans ta vie amoureuse pour toi qui prône la liberté, notamment dans ce genre de domaine? Est-ce que c'est secret ou pas? C'est secret. Ah Ah. non, c'est pas secret. C'est pas secret du tout. Les experts ont Alors, toujours une après forme avoir quitté. de malédiction sur eux en général dans ce domaine-là. Ah, alors, moi, j'ai cru longtemps que j'avais une malédiction. Je suis restée 12 ans dans une relation d'emprise. Puis quand j'en suis sortie, je me suis dit, OK, pourquoi tu es allée dans cette relation? Parce que c'est bien beau de dire que lui, machin, lui, truc, mais remets-toi en question, toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai dressé, comme on l'a dit tout à l'heure, la petite liste de ce que je voulais dans ma nouvelle relation. Et donc, j'étais même allée plus loin parce que j'avais dit, moi, en grande liberté, ce qui serait bien, c'est que, après tout, il ne m'appartient pas, donc il fait ce Hmm. qu'il veut et moi, je fais ce que je veux. Bon, après, je suis italienne et méditerranéenne, donc ça s'est un petit peu calmé. Voilà. Et du coup, non, aujourd'hui, ça se passe très bien. Je suis en couple avec quelqu'un qui respecte totalement ma liberté, qui m'a aussi appris la liberté. Et du coup, c'est magique parce que je fais ce que je veux, comme je veux, enfin, dans ce qu'on se choisit pour nous, quoi. Et je trouve ça vachement chouette de pouvoir dire, bah, là, je pars en vacances toute seule, là, je vais à une soirée toute seule, et là, on le fait tous les deux. Enfin, c'est ça de construire nos vies Avec respectivement liberté de l'autre. pour avoir un couple On en revient à ça, c'est finalement épanoui et la liberté de l'autre. trouver une liberté dans un cadre. Ce sera ça, je pense, la phrase essentielle d'aujourd'hui. Créer un cadre Ah, et trouver sa liberté dedans. c'est ça. Et qui convient, hein, parce que le cadre qui me convient à moi n'est pas forcément le cadre qui conviendra à quelqu'un d'autre. Donc Mer- c'est important de Merci poser ses beaucoup. limites. À bientôt. Merci Antoine.